Pier Paolo Pasolini, qui je suis. Je suis quelqu'un qui est né dans une ville pleine de portiques en 1922. J'ai donc 44 ans, que je porte bien, et même hier, 2 ou 3 soldats dans un bosquet à putain m'en ont donné 24. Pauvres garçons qui ont pris un enfant pour quelqu'un de leur âge. Mon père est mort en 59, ma mère est vivante. Je pleure encore chaque fois que j'y pense sur mon frère Guido. Partisan, tué par d'autres partisans, communistes. Lui, il était du parti d'Action, et c'était moi qui le lui avais conseillé. Lui avait commencé la résistance comme communiste. Sur les montagnes maudites d'une frontière déboisée avec de petites collines grises et des préalpes désolées. Quant à la poésie, j'ai commencé à 7 ans, mais je n'étais précoce que par la volonté. J'ai été un poète de 7 ans, comme disait Rimbaud, mais seulement dans la vie. Maintenant, dans un village entre la mer et la montagne, où éclatent de grands orages, l'hiver il pleut beaucoup, en février les montagnes apparaissent claires comme du verre, juste au-delà des branches humides, et puis naissent les primes verts inodores sur les fossés. L'été, les parcelles petites de maïs alternant avec celles vert sombre de luzerne se dessinent contre le ciel pastel comme un paysage mystérieusement oriental. Maintenant, dans ce village, il y a un coffre plein des manuscrits de l'un des nombreux enfants poètes. La chose la plus importante de ma vie a été ma mère, à laquelle s'est ajouté maintenant seulement Ninetto. En 42, dans une ville où mon pays est tant lui-même qu'il semble un pays de rêve, avec la grande poésie du non poétique, fourmillant de paysans et de petites industries, beaucoup de bien-être, bon vin, bonne chère, gens polis et rustres, un peu vulgaires mais sensibles. Dans cette ville, j'ai publié mon premier petit recueil de vers sous le titre alors conformiste de Poème à Casarsa, dédié par conformisme à mon père, qui l'a reçu au Kenya, où il était prisonnier, victime ignare et sans esprit critique de la guerre fasciste. Ça lui a fait un immense plaisir, je le sais, de le recevoir. Nous étions de grands ennemis, mais notre inimitié faisait partie du destin. Elle était hors de nous. Et signe de notre haine, signe inéluctable, signe qui, pour une enquête scientifique, ne trompe pas, enfin qui ne peut tromper, ce livre qui lui était dédié était écrit en dialecte frioulant, le dialecte de ma mère, le dialecte d'un monde petit, qu'il ne pouvait pas ne pas mépriser, ou tout au moins accepter avec la patience d'un père. Et cela à cause d'une précédente contradiction, une de celles encore qui ne peuvent tromper les scientifiques. Où l'on parlait ce dialecte, il était tombé amoureux, amoureux de ma mère. Ainsi, à travers elle, le petit monde inférieur, paysan, presque nègre qu'il méprisait, l'avait rendu esclave. Mais cette fois encore, lui ne le savait pas. Il ne savait pas que son maître était cet amour qui, à travers une femme enfant, ma mère, belle, avec une belle poitrine, une âme trop innocente d'ange inapte à vivre hors des villages, justement, hors des champs, avait rendu vaines toutes ces certitudes morales de pauvre homme fait pour être lui, le maître. Ainsi ce dialecte était une chose diabolique. C'était le centre de 1000 contradictions. Et la plus cuisante était qu'elle ne pouvait être admise. Elle était consacrée par l'édition et par les candides pages d'un livre de poésie dont son fils de 20 ans était l'auteur. Donc on ne pouvait même pas commencer l'examen, étant donné qu'elle n'était pas admissible de ces contradictions qui furent comme des nuages noirs, d'épouvantables tonnerres, indices de défaite totale et de mort, sur fond d'horizon lumineux d'orgueil d'un père prisonnier. Bien, à la fin de la guerre, il est rentré en Italie avec ce petit livre de vers friolants dans sa valise, relique sacrée, souvenir de famille, attestation de grandeur, ne fût-ce que future.
Je dois ajouter que mon père approuvait le fascisme. Et voici la seconde contradiction, publique celle-ci. Le fascisme ne tolérait pas les dialectes, signe de l'unité inachevée de ce pays où je suis né, réalités inadmissibles et éhontées aux yeux des nationalistes. C'est pourquoi mon livre ne fut pas mentionné dans les revues officielles. Et Gianfranco Contini dut envoyer sa critique, la plus grande joie littéraire de ma vie, à un journal de Lugano. Avec la fin du fascisme commença la fin de mon père. Ce que je dis là du fascisme est un alibi, par lequel je justifie aussi ma haine injuste pour ce pauvre homme. Et je dois dire toutefois que c'est une haine horriblement mêlée de compassion. Maintenant que, sans les mériter, j'ai 44 ans, à peu près l'âge qu'il avait au temps de mes premières poésies, je le vois hors de mon histoire, dans un épisode qui m'est totalement étranger, dans lequel je suis un héros objectif coupable. Parce que je dois rappeler que, outre mon amour initial pour ma mère, il y eut aussi un amour pour lui, et un amour sensuel. Je dois rappeler mes petits pas de garçonnet de 3 ans, dans une ville misérablement perdue parmi les montagnes, à l'air déjà un peu autrichien, presque aux sources d'un fleuve au nom de musée et de guerre et de misère, un fleuve bleu clair entre de grandes grèves au pied des monts, mes petits pas au bord d'une route frappée par un soleil qui n'était pas de ma vie mais de celle de mes parents, vers le fossé où mon père, jeune homme, était en train d'uriner. Je dois encore ajouter, pour finir cette histoire qui détonne dans l'ensemble de mon poème, que ces vers friolants sont mes plus beaux vers. Avec ceux écrits jusqu'à 23-24 ans, publiés plus tard sous le titre La meilleure jeunesse, et avec les vers italiens de la même époque, nés de cette profonde élégie frioulane de masochiste, exhibitionniste et masturbateur entre les mûriers et les vignes vus avec l'œil le plus pur du monde. Ils s'appellent, ces vers, le rossignol de l'Église catholique, et leur fossé est encore une musique atroce et subtile, qui de là-bas me fascine et m'attire en arrière. Je ne peux rien vous dire d'autre de mon séjour dans ce pays d'orage et de primes verts, un peu d'Orient à la frontière petite bourgeoise de l'Autriche. Des journalistes italiens fascistes ou simplement anticommunistes s'en chargeront peut-être. J'ai fui, avec ma mère et une valise et quelques joies qui se révélèrent fausses, sur un train lent comme les trains de marchandises, par la plaine frioulane couverte d'une légère et dure couche de neige. Nous allions vers Rome. Nous nous en allions donc. Une fois mon père abandonné à côté d'un petit poêle de pauvre, avec sa vieille capote militaire et ses horribles colères de sirotique et ses syndromes paranoïdes. J'ai vécu cette page de roman, la seule de ma vie. Pour le reste, j'ai vécu au sein d'un poème lyrique, comme tout possédé. J'avais aussi parmi mes manuscrits mon premier roman. C'était l'époque du voleur de bicyclette, et les hommes de lettres découvraient l'Italie. Maintenant je ne suis plus un homme de lettres, je les évite, je n'ai rien à faire de leur prix et de leur presse. Nous arrivâmes à Rome, aidés par un oncle doux qui m'a donné un peu de son sang. Moi je vivais comme peut vivre un condamné à mort, toujours avec cette pensée, comme un fardeau, déshonneur, chômage, misère. Ma mère en fut réduite pendant quelque temps à faire la bonne. Et moi, je ne guérirai plus de ce mal. Parce que je suis un petit bourgeois et que je ne sais pas sourire comme Mozart. Dans un film intitulé Des oiseaux petits et gros, j'ai essayé, c'est vrai, de faire œuvre comique. Suprême ambition pour un écrivain, mais je n'y réussis qu'en partie parce que je suis un petit bourgeois et que j'ai tendance à tout dramatiser. Comment suis-je devenu marxiste ? Eh bien, j'allais parmi de petites fleurs printanières, blanches et azurées, celles qui naissent juste après les primevères, et un peu avant que les acacias ne se couvrent de fleurs, parfumées comme de la chair qui se décompose dans la chaleur sublime de la plus belle saison, et j'écrivais, sur les rives de petits étangs que là-bas, dans le pays de ma mère,
D'un de ces noms intraduisibles on appelle Fonde, avec les fils des paysans qui se baignaient innocemment, parce qu'ils étaient impassibles devant leur vie, alors que je les croyais conscients de ce qu'ils étaient. J'écrivais les poèmes du rossignol de l'Église catholique. C'était en 43. Et en 45, tout fut différent. Ces fils de paysans, un peu plus âgés, se mirent un jour un foulard rouge autour du cou et marchèrent vers le chef-lieu de canton, avec ses portes et ses petits palais vénitiens. C'est ainsi que je sus que c'étaient des journaliers, et qu'il y avait donc des patrons. Je fus du côté des journaliers, et je lus Marx. Grand est ton spiritualisme, Amérique. Mais il sera supérieur quand son innocence sera désenchantée. J'aime Ginsberg. Ça faisait si longtemps que je n'avais lu de poème d'un poète frère. Je crois, depuis le temps, dans ce pays d'orage et de Primevère, où j'ai lu les chants grecs de Tomaseo et Machado. Aucun artiste dans aucun pays n'est libre. Il est une vivante contestation. Pound va en prison, comme Signavski et Daniel, et M. John Lennon a scandalisé tout le monde, même les Russes, je crois. Quant à moi, un innocent n'est jamais cru. Il est du reste trop occupé à penser à un fleuve bleu clair entre de grandes grèves au pied des monts, qui coule sous le soleil de ses parents, en d'autres vies, en des vies interprétées différemment, en un autre sens de la vie, qui n'est pas non plus celui des rêves, si notre vie n'est qu'ombre sur notre vraie vie, que nous ne connaissons pas. À Rome, de 1950 à aujourd'hui, août 1966, je n'ai fait que souffrir et travailler voracement. J'ai enseigné, après cette année de chômage et d'agonie, dans une petite école privée pour 27 $ par mois. Entre-temps, mon père nous avait rejoints, et nous ne parlâmes jamais de notre fugue, celle de ma mère et moi. Ce fut un fait normal, un déplacement en 2 temps. Nous habitâmes une maison sans toit ni crépi, une maison de pauvres, dans l'extrême banlieue, près d'une prison. Il y avait un pied de poussière l'été, et l'hiver, c'était un marais. Mais c'était l'Italie. L'Italie nue et fourmillante, avec ses garçons, ses femmes, ses odeurs de jasmin et de pauvres soupes, les couchers de soleil sur les champs de l'Anienne, les tas d'ordures, et pour ma part, mes rêves intègres de poésie. Tout dans la poésie pouvait avoir une solution. Il me semblait que l'Italie, sa description et son destin, dépendaient de ce que j'en écrivais. Dans ces vers imprégnés de réalité immédiate et non plus nostalgique, comme si je l'avais gagné par ma sueur. Le fait que je fusse riche de culture et d'amour n'avait pas d'importance. Le fait que certains jours je n'eusse même pas 100 livres pour me faire raser en avait beaucoup plus. Mon profil économique, bien qu'instable et fou, était à cette époque sous de nombreux aspects pareil à celui des gens au milieu desquels j'habitais. En cela, nous étions vraiment frères, ou tout au moins semblables. C'est pour cela, je crois, que j'ai vraiment pu les comprendre. Et pour comprendre mes romans intraduisibles, lisez la préface d'Oscar Lewis à son roman enregistré. C'est tout à fait ça. La bourgeoisie italienne aussi peut être raciste. Elle n'en avait pas encore eu l'occasion, et la première et la plus petite occasion, mes romans l'ont provoquée. J'ai éprouvé ce que peut éprouver un noir à Chicago, la terreur. Mais j'oublie vite. Et toutes les terreurs ne sont devenues qu'une chose, sur et au-dessus de moi. Une chose spéciale. Cette chose. Et ainsi je l'ai mise de côté et endurée dans mes entrailles. Et il m'en est venu un ulcère, dont certainement tôt ou tard je mourrai. Sale coup ça, hein, pour le rêve ininterrompu de ma jeunesse. Donc la bourgeoisie italienne autour de moi, c'est une bande d'assassins. Et je n'espère certes pas un meilleur accueil de la bourgeoisie américaine. Dans le monde du capital, la vie est un pari à gagner ou à perdre.
c'est la condition humaine de la laïcité bourgeoise. Celui qui se découvre, ou avoue, ou ne craint pas le ridicule, finit mal. C'est la loi. Chers Américains, non pacifistes et non spiritualistes, c'est-à-dire énorme majorité bien pensante, votre Dieu est un idiot. Comme tout citoyen moyen qui désire de toutes ses forces et de tout son esprit être comme les autres. C'est pour cet amour fou de l'égalité qu'il la hait. Qui d'entre vous a pleuré pour le jeune grec condamné à mort pour objection de conscience? Faites un bref examen de conscience. Qui n'a pas versé ses larmes est un porc. Mais je ne fais qu'un poème bio-bibliographique, donc revenons au sujet. Garçon de mauvaise vie et une vie violente sont les titres de mes 2 romans qui ont débusqué la haine raciste italienne, écrits au cœur des années 50. Tandis que les titres de mes recueils de poésie écrits en même temps sont Les cendres de Gramsci, La religion de mon temps, Poésie en forme de rose. C'est dans ce dernier que quelque chose s'est brisé. Peut-être était-ce la présence, encore non directement connue de moi, de la nouvelle gauche américaine. J'y ai faussement abjuré l'engagement, mais parce que je sais que l'engagement est inéluctable. Et aujourd'hui, plus que jamais, et aujourd'hui je vous dirais que non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais aussi dans la vie. Il faut résister dans le scandale et dans la colère, plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à l'abattoir, troublés comme des victimes, justement. Il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans la haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions, ses journaux, etc. Et ici, moi, petit bourgeois qui dramatise tout, si bien élevé par sa mère dans l'esprit doux et timide de la morale paysanne, eh bien je voudrais tresser l'éloge de la saleté, de la misère, de la drogue et du suicide. Moi, poète marxiste privilégié, qui possède des instruments et des armes idéologiques pour combattre, et assez de moralisme pour condamner le pur acte de scandale, moi, profondément comme il faut, je fais cet éloge parce que la drogue, l'horreur, la colère, le suicide sont, avec la religion, le seul espoir qui demeure. Contestation pure et action sur laquelle se mesure l'énorme tort du monde. Il n'est pas nécessaire qu'une victime sache et parle. Ensuite, en 60, j'ai tourné mon premier film qui s'intitule Acatone. Pourquoi suis-je passé de la littérature au cinéma? C'est, parmi les questions prévisibles d'une interview, une question inévitable et elle l'a été. Je répondais toujours que c'était pour changer de technique, que j'avais besoin d'une nouvelle technique pour dire une chose nouvelle, ou le contraire, que je disais la même chose toujours et que pour cela je devais changer de technique, suivant les variantes de mon obsession. Mais je n'étais qu'à moitié sincère en donnant cette réponse. Le vrai était dans ce que j'avais fait jusqu'alors. Et puis je m'aperçus qu'il ne s'agissait pas d'une technique littéraire faisant presque partie de la langue avec laquelle on écrit, mais qu'elle était elle-même une langue. Et alors, j'ai dit les raisons obscures qui présidèrent à mon choix. Combien de fois, rageusement et inconsidérément, avais-je déclaré vouloir renoncer à ma citoyenneté italienne? Eh bien, en abandonnant la langue italienne et avec elle progressivement la littérature, je renonçais à ma nationalité. Je disais non à mes origines petites bourgeoises. Je tournais le dos à tout ce qui fait italien. Je protestais naïvement, mettant en scène une abjuration qui, au moment même où elle m'humiliait et me castrait, m'exaltait. Mais j'étais pas tout à fait sincère encore, parce que le cinéma n'est pas seulement une expérience linguistique, mais est justement, en tant que recherche linguistique, une expérience philosophique. Un jour j'allais, comme un poisson hors du filet, dans l'air sec,
aux alentours d'un promontoire vide d'âme, malade dans l'azur, et je vais vous dire ce qui m'arriva et comment les choses se passèrent réellement. J'allais ce jour-là sur une route sèche, avec les mains aussi sèches, ainsi que le cerveau. Je vous avouerai que seul le ventre était vivant, comme ce promontoire dans l'inutile azur. Tous les mythes s'étaient écroulés et décomposés, mais au moins, dans le promontoire, quelqu'un vivait. Bref, poussé par mon ventre vivant et ma myopie, je me dirigeais dans le soleil sec sur un peu d'asphalte, entre quelques sales buissons d'automne encore estivaux, vers une bâtisse, seule au soleil, avec de vifs dessins de vieux murs et de vieux pieux, et de vieux filets et de vieilles palissades en bleu et blanc, nous sommes en Italie, où le soleil mêlé à la pluie puait doucement. Là, à l'intérieur, il y avait un garçon, au regard torve, avec un tablier, si je m'en souviens bien, des cheveux épais de femme, la peau pâle et tirée, une certaine innocence folle, dans les yeux de saint entêté, de fils qui fait comme sa bonne mère. En fait, et je le vis tout de suite, un pauvre obsédé, à qui l'ignorance donnait des certitudes traditionnelles, transformant sa névrose cadavérique en rigueur de fils obéissant qui s'identifie au père. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas danser? Tu as une petite amie? Tu gagnes assez? Furent les sujets par lesquels je revenais sur ma première impulsion de vieille concupiscence du début d'après-midi, comme un poisson ennuyé en prenant un Coca-Cola. Vous avez vu mon évangile. Vous avez vu les visages de mon évangile. Je ne pouvais pas me tromper, parce que parfois quand on tourne, les décisions doivent être prises en quelques instants, et je ne me suis jamais trompé sur les visages, parce que ma concupiscence et ma timidité m'ont obligé à bien connaître mes semblables. Je le reconnus lui aussi, en quelques instants, le misérable possédé de la bâtisse assiégé de soleil. L'hiver venait, et il était là, dans son visage, avec ses ténèbres et ses maisons silencieuses, sa chasteté. Je me retirai, mais pas assez vite pour qu'il n'éprouvât comme une femme de la terreur face au père non semblable au père qui avait constitué, en raison de sa docilité, le monde. Eh bien, tout d'abord, je ne sais quelle petite autorité de ce promontoire abandonné des hommes et assailli par les bourgeois descendants de Rome idiots et voués à la norme, le crut. Puis le crut je ne sais quel commandant, au visage écrasé par un destin pauvrement mondain. Le crut un juge d'instruction qui avait dans les yeux la même expression inhumaine et apeurée que les petites villas 1900 de ce bourg absurde où il travaillait. Le crut enfin le président du tribunal qui me condamna, ne fût-ce qu'à 20 ou 30 jours, pour la forme. Le garçon à la pâleur de saint avait raconté qu'était entré dans sa boutique en ce jour de soleil un bandit, avec un chapeau noir, qui avait enfilé des gants noirs, avait chargé un pistolet d'une balle en or, lui avait intimé de se rendre et avait soustrait de sa caisse à peu près 3 dollars. Ensuite, en s'en allant, il l'avait menacé parce que lui, l'agressé, avait saisi pour se défendre un couteau. J'ai raconté ces choses dans un style non poétique pour que tu ne me lises pas comme on lit un poète. Il existait par ailleurs en Italie un certain Salvatore Pagliuca, sénateur de je ne sais quel parti. Il existait en bas, dans le sud de Lévis, dans des villages secs, au soleil des alluvions où poussent de splendides oliviers et de splendides genêts. À jeun d'oliviers et de genêts, comme j'étais à jeun de son existence, ce monsieur Salvatore Pagliuca vit mon histoire sur Acatone, et entendit qu'un mort aux dents scintillantes comme un loup féroce à la ruade précieuse s'appelait Salvatore Pagliuco. Il se considéra offensé, porta plainte contre moi, gagna le procès, et obtint plusieurs millions de dommages et intérêts. Je t'ai raconté cela dans un style non poétique, pour que tu ne me lises pas comme on lit un poète. Un jour, au début des années 60, l'époque où tout cela arriva, je remis à un roitelet du cinéma qui s'appelait Amato et à son compère Amoroso un scénario qui porte le titre agreste de la ricotta. Peut-être avez-vous vu ce film au Festival de New York il y a quelques années. Dans ce scénario, écrit comme écrit un écrivain,
Il y avait quelques mots sans aménité et peu d'indulgence pour la religion de la bourgeoisie catholique de mon pays. Pour une des nombreuses raisons que toi, critique cinématographique, connais bien, le film tomba à l'eau. Loved mourut et Loving m'intenta un procès, accusant mon scénario scabreux pour le public moyen de l'avoir empêché de faire son film. C'est comme si M. Crotter remettait à Lévin, à la demande du même Lévin, un manuscrit trop rose, bon seulement pour des jeunes filles de pensionnat, et que M. Lévin, ne le trouvant pas bon pour des raisons personnelles, lui faisait un procès parce que l'excès de couleur rose du script de Crotter, du doux Crotter, l'avait empêché de réaliser le film qui volait. Ben, j'ai aussi perdu ce procès et je ne sais combien de dizaines de millions je devrais débourser à Monsieur Loving, ruiné par ma première version d'un scénario inadapté aux Italiens moyens. Cela aussi, je te l'ai raconté dans un style non poétique pour que tu ne me lises pas comme on lit un poète. Ainsi a décliné l'estime pour la poésie. Typique des enfances qui croient en l'éternité, illusion qui n'enterre pas les nationalismes confiants, inconsciemment, avec une passion infantile dans l'absolu de la langue d'une nation, dans son usage en chant, en musique, ce qui est absolument absurde, hein, à peine la douane passée, illusion qui n'enterre même pas la logique et le classicisme, un misérable philologue peut reconstruire entre un mot et l'autre, isolé et enfoncé dans le silence, le discours coupé, un pauvre discours sans idée, sans religion, sinon le culte très peu religieux finalement, de la poésie dans la littérature. Mais non seulement à décliner l'estime pour cette poésie, qui est de la petite histoire de mon temps, et dans laquelle je me trouve coincé, sans pouvoir en retirer un seul visage, même le plus étranger, un seul livre, même le plus oublié, mais pour la poésie elle-même. Ce n'est pas elle donc qui compte, jamais. Au moins si elle est conçue comme poésie. La langue de l'action, de la vie qui se représente est infiniment plus fascinante. C'est elle qui se reconstitue, à peine refermée à partir d'un livre de poésie. Elle est avant et après. Entre les deux, il y a un véhicule expressif qui l'évoque, voilà tout, travail de sorcier. Ce n'est que grâce à cette langue du non-moi qui s'exprime avec un droit égal que l'habileté donne au poète une force égale au moi. Mais la profession de poète en tant que telle est de plus en plus insignifiante. Est-il vraiment nécessaire d'introduire cette langue vivante dans une langue de convention pour qu'elle s'y libère, en redevenant ce qu'elle est, vivante chez le lecteur? Ne sait-il pas, lui, dialoguer avec la réalité? L'humble valeur du poète était de la réévoquer comme il la voit. Mais cela est-il sérieux? Pourquoi ne la contemple-t-il pas en silence, en tant que saint et non homme de lettres? Mais cependant, que font les jeunes durant les soirées de leur ville de province et même dans les grandes métropoles, sinon parler de littérature? Marchant de leurs pas factieux, le long des rues à peine découvertes, chargées de sens secrets et d'histoire, découvrant les écrivains, comme les putains ou les mystères d'un quartier, ou les habitudes d'une vie sociale qui est désormais la leur, alors qu'elle est encore au père, qui pour cela prépare une guerre afin de les envoyer à la mort. M'interrogeant à la lumière du soleil d'août dans Manhattan désert, j'en viens à reconnaître que moi, qui seulement à travers la littérature ai pu être poète, eh bien je ne suis plus homme de lettres. Mon sort, c'est d'évoquer de petites collines, surplombant un autre fleuve aux eaux bleues très transparentes sur de petits cailloux, coulant entre des rives de gravier comme des ossuaires d'abord entre les bancs d'alluvions tristement verts, puis entre les vignobles, fou l'été d'un silence humide, estompé, presque oriental, des coteaux, et enfin entre des terrains bonifiés dont l'odeur suffit à déchaîner, pour deux yeux sauvages et un ventre sauvagement pur, cette défaillance qui saisit et donne envie de mourir. Sur ces misérables collines, vrais cimetières sans fleurs, on lutta contre les fascistes et les Allemands, et mon frère, comme je vous l'ai dit, y a laissé ses 19 ans, comme un faucon qui savait à peine voler, mais qui volait si bien. Ce que vous appelez, avec un rictus ironique mais désagréable, qui vous déforme le visage faussement sûr de malade, en le soulignant ostensiblement, l'engagement, a vécu pendant une quinzaine d'années en parasite sur la gloire et la douleur de ces cimetières. C'est-à-dire qu'il n'a pas existé. C'est maintenant,
qu'ils commencent à exister. Maintenant que ces cimetières sans fleurs ont eux aussi leur floraison. Même mon ami Moravia a peur, craignant peut-être l'impopularité s'il ne veut pas comprendre cela. Et avec lui, et bien pire que lui, qui mystérieusement est tendu en une imperturbable volonté de comprendre, tous les autres qui en Italie ont le nom et la fonction d'hommes de lettres. Tous renient cet engagement avec la tacite, névrotique volonté de vous aduler. Certains le font avec contrition, et d'autres bombent le torse comme des putains. Moi, je ne veux retourner à ces collines, ni comme touriste, ni comme visiteur de tombes, et que cela soit clair. Moi aussi je les ai oubliés, et à juste titre. Dans leur action et dans l'idéologie qui la dictait, comme un sublime catéchisme, je vécus ma rébellion de jeune homme. J'y ai peut-être acquis aussi des habitudes indélébiles de moralisme et de dignité. Mais je n'y retourne pas dans ces lieux, qui existent, mais restent invisibles. À ce point, je ne veux pas m'émouvoir sur mes raisons, c'est-à-dire sur le fait que non seulement l'engagement n'est pas fini, mais qu'au contraire il commence. Jamais l'Italie ne fut plus odieuse. Surtout avec la trahison des intellectuels, avec ce révisionnisme du Parti communiste, loup qui, cette fois, est vraiment agneau. Le camarade Longo, sur la couverture du Spiegel, avait un visage obséquieux d'homme de lettres qui fait désespérément semblant d'être à la page, rejetant ainsi toute violence palingénésique du communisme. Oui, le communiste aussi est un bourgeois. C'est désormais la forme raciale de l'humanité. Peut-être que s'engager contre tout ça ne veut pas dire écrire, en homme engagé, dirais-je, mais vivre. Quant à mes œuvres futures, tu verras un jeune homme arriver un jour dans une belle maison, où un père, une mère, un fils et une fille vivent richement, dans un état qui ne connaît pas la critique, comme si c'était un tout, la vie pure et simple. Il y a aussi une bonne, originaire de villages sous-prolétaires. Y vient ce jeune homme, beau comme un Américain, et tout de suite la bonne, la première, tombe amoureuse de lui, et retrousse ses jupons. Il lui donne la douce, lourde colère de son membre. Puis le fils tombe amoureux de lui. Ils dorment tous les deux dans la chambre du garçon avec les restes de l'enfance, et au fils aussi, il donne son membre de soi, plus adulte et puissant. Et le même don, condescendant et généreux, parce qu'il est celui qui donne, il fera à la mère, adoratrice de ses vêtements, pantalons, maillots de corps, slips, laissés dans un bungalow par une chaude journée d'été sur la mer Tyrrhénéenne. Et c'est le même don qu'il fera au père, devenant le père du père, puisque celui-ci, avec une douceur maternelle ambiguë, n'est père que de nom, au père réveillé à l'aube par une douleur qui le plie en deux au ventre, et qui découvre en se levant pour aller aux toilettes la beauté muette du petit matin avec son soleil déjà fulgurant, et il découvrira son amour avec le même étonnement que celui qu'il eut en découvrant ce soleil, un amour pareil à celui d'Ivan Ilitch pour son valet paysan et jeune homme, mais conscient et dramatique, parce que lui, le vieil industriel avec le visage d'Orson Welles, est un petit bourgeois, et qu'il dramatise tout. Le même don de son membre, durant les heures de la maladie de son père, et avant de le faire au père, il fera à la fille de 14 ans, amoureuse de son père et qui le découvre, le jeune homme tout amour, à travers les yeux amoureux justement de son père. Puis, le jeune homme s'en va, la route au fond de laquelle il disparaît reste déserte pour toujours, et tout le monde, dans l'attente, dans le souvenir, comme apôtre d'un Christ non crucifié mais perdu, a son destin. C'est un théorème, et chaque destin est un corollaire. Les destins sont ceux que tu connais, ceux de ce monde où toi, avec ton désagréable sourire anticommuniste, et moi, avec ma haine infantile anti-bourgeoise, sommes frères, nous le connaissons parfaitement. À suivre.